Marion, Community Manager chez Priorise et je suis accompagnée aujourd'hui de deux coachs professionnels. Aujourd'hui, on va donc aborder un sujet qui concerne beaucoup de personnes, c'est la procrastination. Mais avant de commencer, je vous fais un petit rappel rapide sur qui nous sommes. Donc Priorise, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation entre praticiens certifiés du bien-être et les particuliers ou entreprises. Donc notre but, c'est de vous permettre de trouver le bon professionnel pour vous accompagner en apportant un cadre et une déontologie. Maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter. Merci Marion. Merci Marion. Donc moi, c'est Karine, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Karine Touzeau, je suis coach pour les professionnels, qu'ils soient ou qu'elles soient salariés en entreprise, entrepreneurs ou particuliers. J'ai une expérience de 25 années en ressources humaines, en conseil, manager de manager, membre du CODIR. Et après tout ce temps-là, je suis toujours aussi passionnée par les relations humaines dans l'entreprise et puis à l'extérieur. Donc, je suis coach formée, certifiée, à la fois RNCP, donc France Compétences, qui reconnaît la pratique du coaching en France, et ICF, la Fédération internationale du coaching. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne notamment la prise de poste, la posture de manager, la réflexion sur les parcours de carrière, et tout ça avec l'envie de mettre ou remettre de la fluidité, de la sérénité au cœur de la performance. Et alors aujourd'hui, donc je suis ravie d'être avec Lola. Lola, je te laisse te présenter. Merci Karine. Donc je m'appelle Lola Monaco, société Solus Coaching en l'occurrence. Et donc je suis aussi coach professionnel certifiée et formatrice management, communication et développement personnel de manière générale. De mon côté, j'accompagne les entreprises et notamment les managers en entreprise, les particuliers, et j'interviens aussi auprès d'étudiants en école supérieure. Ma mission principale, c'est d'accompagner mes clients à s'épanouir dans leur vie professionnelle et par ricochet dans leur vie personnelle. Donc, très rapidement, moi de base, j'ai un parcours issu de l'ingénierie et je travaillais dans un conseil en organisation, dans un cabinet de conseil en organisation et en stratégie au Luxembourg, où c'est là que je me suis fait accompagner par un coach. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement puissant le coaching que ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait, tout comme Karine, une école qui est reconnue à la fois par l'État français et par la Fédération internationale de coaching. Et que maintenant, c'est mon rôle et c'est ma mission pour accompagner mes clients à s'épanouir. Donc, voilà pour ma présentation. Et donc, par rapport à ce live, donc, il va se dérouler en plusieurs parties. Donc, Karine et moi, on avait vraiment à cœur de vous parler de ce sujet. Et pourquoi? Parce que ça touche, comme l'a dit Marion, beaucoup d'entre nous. Et donc, pour ça, on va déjà vous parler tout d'abord pas longtemps promis, d'une petite partie théorie sur ce que c'est, faire un rappel sur ce que c'est la procrastination. Ensuite, on va vous parler de manière assez authentique et transparente de notre cas à toutes les deux. Ensuite, on va vous partager des cas clients pour que ça puisse aussi vous parler, que vous puissiez vous reconnaître peut-être. Et puis enfin, on va parler du coaching, du rôle du coach, de quels outils on peut utiliser. Et puis on finira par répondre à vos questions si vous en avez. Enfin, il y en a déjà certaines qui ont été posées en amont. Et on va démarrer par la théorie. Ok. Alors, la procrastination, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remettre à plus tard des choses qu'on doit faire, tout en sachant que ça peut vous nuire. Le mot est peut-être un peu fort, mais concrètement, ça peut vous mettre en difficulté de repousser ce que vous deviez faire. Donc, c'est le fait de ne pas passer à l'action. En général, sur le moment, ça va vous soulager d'un poids. Vous allez vous dire, c'est bien, je le ferai plus tard, et vous allez faire quelque chose qui est plus plaisant. Je ne sais pas si ça te parle, Karine. Et toi aussi, Marion, je vois que tu fais comme ça de la tête. Mais donc, du coup, ces tâches, elles sont toujours là à faire. C'est juste qu'on repousse le moment. Pour que vous sachiez, il existe des tests en ligne ou même des livres. Moi, j'en ai un là, ici, notamment, qui permettent de voir si vous êtes un procrastinateur ou procrastinatrice et à quel stade, on va dire, quel degré vous l'êtes. Donc, n'hésitez pas à les faire si vous êtes un peu curieux. Ensuite, je vais vous dire quelques phrases clés. Et si vous vous reconnaissez, c'est qu'il y a des chances que vous ayez une tendance à procrastiner.
Donc, par exemple, si vous ne savez jamais par où commencer une tâche, si vous n'arrivez pas forcément à faire ce que vous aviez prévu de faire, si vous savez ce que vous devez mettre en place, mais que vous ne le mettez pas en place, si vous avez du mal à dire non quand on vous demande un service, si vous vous dites « Ah, mais moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup mieux sous pression hein. », ou encore si vous n'arrivez pas à respecter des délais qu'on vous donne. Donc voilà, ça c'est quelques petites phrases où si ça résonne en vous, c'est que, et je vois Marion qui fait beaucoup oui de la tête, et ben c'est que c'est possible, c'est que c'est possible que vous soyez un peu atteint, on va dire, de procrastination. Donc ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on a tendance à procrastiner, ça peut avoir des impacts sur notre performance au travail, ça peut avoir aussi des impacts sur notre vie quotidienne, mais surtout sur notre bien-être à la fois physique ou psychologique. Notamment, on peut avoir tendance à se dévaloriser, à perdre confiance en soi, à culpabiliser, parce qu'on se dit « Ah, j'ai pas fait ça ». On peut avoir des baisses de performance, mauvaise humeur, stress, anxiété, etc. Donc c'est quand même important d'en prendre conscience et de prendre conscience de ce que ça peut engendrer en nous. Il existe, selon les sources, X types de procrastinateurs. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 5, des fois, c'est 12. Et moi, j'avais envie de vous en présenter 7 en l'occurrence. Dans les procrastinateurs que j'avais envie de vous présenter, il y a le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est celui qui va vouloir que tout soit parfait, qui va avoir peur d'échouer. Et donc, du coup, il peut avoir tendance à procrastiner, que ce soit sur le fait de se lancer sur une tâche, ou alors même de finir une tâche parce que pour lui, elle n'est pas parfaite. Ensuite, le deuxième, l'angoissé. Donc, c'est celui qui va plutôt procrastiner parce qu'il est anxieux, parce qu'il est paralysé par le doute, par l'incertitude, qu'il a peur de l'échec. Donc, il n'avance pas sur ses tâches. Ensuite, on a le rêveur. Celui qui se dit qui va manquer de concentration, qui va penser à certains détails, certains aspects, et qui du coup, au final, préfère faire d'autres choses qui sont moins exigeantes. Ensuite, on a l'impulsif. Alors, j'ai pas trop trouvé une image qui me parlait, mais en gros, l'impulsif, c'est celui qui va avoir du mal à résister aux distractions, qui va se dire ah, tiens, j'ai une notification, je vais aller sur mon téléphone. Ah, j'ai un mail. Ah, tiens, j'ai ça. Et au final, qui va faire d'autres choses plutôt que de faire ce qu'il a à faire. Et donc, ce sont des personnes qui, en général, ont du mal à faire des tâches qui leur demandent beaucoup d'engagement. Ensuite, on a l'éviteur, celui qui a peur du jugement des autres, du regard des autres, qui n'a pas confiance en lui, en ses capacités, donc il va éviter de faire les choses. Le décisionnel, enfin l'indécis plutôt, c'est celui qui va avoir des difficultés à prendre des décisions. Je fais ça ou je fais ça Je fais comme ci ou je fais comme ça? Et donc du coup, au final, qui n'avance pas et qui procrastine à cause de son indécision. Et enfin, le surchargé, celui qui prend tellement d'engagement qu'il ne sait pas comment gérer efficacement son temps et qui, du coup, reporte constamment les tâches et n'avance pas. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Karine, qui va vous parler des différents contextes dans lesquels on peut retrouver la procrastination. Alors, les contextes, j'en ai, on va dire, repéré trois grandes familles de contextes. Déjà, il y a quand on veut démarrer une activité. Tiens, je vais me remettre au sport. Je vais démarrer du batch cooking. J'aimerais bien m'inscrire à des cours d'aquarelle. Voilà, tout ça, c'est des situations où on veut démarrer un truc nouveau et puis on repousse toujours à plus tard. Il y a plein de raisons qui font qu'on ne le fait pas tout de suite. Donc ça, c'est une première situation qu'on peut croiser assez souvent. Après, on va avoir comme type de situation les tâches qui sont pour chez soi, donc dans la vie plutôt privée, mais qui sont en dehors du quotidien. Il faut absolument que je repeigne ce mur parce que il est craqué à un endroit, parce que j'aime plus la couleur. Ça fait 6 mois qu'il y a une ampoule qui a claqué dans l'escalier et il faudrait vraiment que je me mette à la changer. J'aimerais tellement faire du tri dans mes placards, j'en peux plus. Je sais que les 3 trésors qui restent au fond du paquet de céréales dans le placard et qui sont ramollis depuis 2 mois et demi, aucun enfant ne les mangera. Ça vaut pour les placards dans sa chambre aussi, avec les pantalons craqués et les jupes trop petites qui s'accumulent. Donc voilà, donc il y a toutes ces petites tâches qui ne sont pas vraiment dans le quotidien et qui sont les trucs qu'on repousse. Et puis, troisième type de situation, ça va être les tâches récurrentes professionnelles cette fois et qui sont nécessaires à notre activité
mais qui ne sont pas dans notre cœur de métier. Donc là, on va retrouver la prospection, on va retrouver la compta, on va retrouver toutes les tâches administratives, le reporting à son manager. Voilà, toutes ces petites choses où on sait qu'il faut le faire, mais c'est pas pour ça qu'on est venu là. Et donc ça, on n'est pas super motivé pour le faire. Et peut-être pour illustrer, puisqu'on a dit qu'on allait parler de cas concrets, Lola, est-ce que tu voudrais nous parler d'une situation où toi, tu peux éventuellement être amenée à procrastiner? Oh oui, je peux. Je peux. Je sais pas si je pense que tout le monde connaît l'expression le cordonnier le plus mal chaussé. Ben voilà, c'est pas parce que je fais un live sur la procrastination que je ne procrastine pas. Mais par contre, ce qui est important, c'est que j'en ai conscience et que ça me permet de mettre les bonnes actions en place. Par rapport aux différents types de procrastinateurs que je vous ai montré tout à l'heure, moi je suis la perfectionniste et l'impulsive. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple de perfectionniste, en avril, j'ai eu un nouveau partenariat avec un client pour donner une formation. J'étais hyper contente, hein, bien sûr. Et en fait, c'est passé un moment où je devais faire tout un support pour eux. Et en fait, nouveau partenariat, nouveau support, dans ma tête, il faut que tout soit parfait. Voilà, c'est mon image, c'est hyper important. Et donc, en fait, je veux tellement que ça soit parfait que je ne me suis pas du tout lancée dans la rédaction de ce support, dans la réalisation. Et j'ai repoussé au dernier moment, quitte à me mettre vraiment en difficulté et avoir moins de temps au final pour faire quelque chose qui me plaisait et à me mettre en difficulté en fait. Tout ça parce que je voulais que tout soit parfait et que cette entreprise se dise c'est super, etc. Et il y a un côté où je me disais, si jamais je fais pas quelque chose de parfait, ils vont plus vouloir travailler avec moi. Et donc, je rentre dans un cycle de procrastination. Voilà. Donc ça, c'est pour le perfectionniste. Et pour le côté impulsif, voilà, le démon, c'est ça. Voilà, ça, dès que vous avez une notif, dès que vous êtes ou sur Outlook, quand je vois que j'ai un petit mail qui est apparu sur LinkedIn, une notif, etc., et j'ai vite tendance à me dire ah mais il faut que j'aille voir, il faut que je réponde vite, etc. Et donc je m'arrête et je me dis je ferai mon truc plus tard. Et donc je repousse. Et donc de mon côté, ce que j'ai mis en place déjà, c'est vu que je suis quelqu'un de très orienté objectif, donc moi j'aime bien me fixer des objectifs sur la matinée, l'après-midi, la semaine, etc. Et ensuite, me fixer des timers. Me dire, par exemple, je bosse pendant... C'est un peu la technique Pomodoro, je ne sais pas si certains connaissent. Et donc, je bosse par exemple une demi-heure. Ensuite, je m'accorde une pause. Puis, je fais telle autre chose je dois faire ça pendant une demi-heure. Puis, je fais une pause. Et donc, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner. Et aussi, j'ai tendance à faire ça aussi, à mettre mon téléphone en mode avion, par exemple. Je préviens 2-3 personnes en disant, voilà, là, j'ai mis mon téléphone en mode avion, j'ai besoin de rester concentrée. Et comme ça me permet de ne pas être distraite et de contrer mon côté impulsif. Et toi, Karine? Je peux partager. Moi, je me retrouve dans plusieurs types de procrastination. Je pense que le perfectionniste et l'éviteur, par exemple. Je peux partager un cas qui est plus dans une sphère perso que pro. Chez moi, j'ai eu plusieurs dégâts des eaux, les infiltrations qui viennent de l'extérieur. Et comme là où je vis, il pleut à peu près sans discontinuer depuis au moins 4 ou 5 mois, je pense. Donc, il pleut à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de remettre mon appart en état, mais devant l'ampleur de la tâche, je n'y mets pas. Il faut réparer, il faut réhabiliter. Il y a la partie perso, la partie copro. Il y a plein d'interlocuteurs, les assurances, les experts, les entrepreneurs. Il faut refaire les peintures, il faut refaire les parquets. Donc, pour moi, c'est une montagne. Mais bon, comme je suis coach, je me suis un peu auto-coachée. J'ai pris conscience de deux choses. Déjà, donc c'est chez moi, c'est où je vis, mais c'est aussi où je travaille. Et moi, j'ai déjà établi que mon environnement de travail, c'est quelque chose qui est super important. Donc clairement, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et puis, ok, il y a tellement de tâches et tellement d'interlocuteurs, tout est imbriqué. En fait, c'est un projet. Et ça, gérer un projet, je sais le faire. Voilà. Donc j'ai trouvé comment contrer ma peur. Finalement, c'est compliqué et je ne sais pas par quel bout le prendre et j'y arriverai jamais. Non.
et je suis passée à l'action. Et donc là, passer à l'action, mes solutions à moi, c'est que donc, en début d'année, je fais toujours ma liste d'envies. Quelles sont toutes les choses que j'ai envie de réaliser cette année? Donc là, je l'ai mis dessus. Je fais un vision board, je fais une roadmap. Et puis là, il y a une catégorie Cozy Home qui est apparue, que j'ai pu décliner en objectifs. Suivre les déclarations d'assurance, contacter le syndic, signer avec un entrepreneur, etc. Puis en tâche, appeler machin, relancer le truc, blablabla. Voilà. Et donc, ces solutions-là, moi, elles m'ont permis d'avancer enfin dans mon projet. Donc là, je vis au milieu des cartons parce qu'il y a des gens qui font des travaux chez moi. Mais ce qui est important, c'est que ces solutions, elles ont fonctionné pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui est très visuel et très liste de tâches. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai résolu ma problématique procrastination. Peut-être je peux vous parler d'un autre cas qui n'est pas un cas à moi, qui est un cas d'un client, d'une cliente en l'occurrence, qui pour le coup est plus dans la sphère professionnelle cette fois, qui a un autre type de procrastination. Alors, je vais vous parler de Sophia. Ce n'est pas son vrai prénom parce que je préserve la confidentialité, mais admettons Sophia qui est photographe. Et donc là, on est dans un cas de tâches récurrentes professionnelles et on est sur un style éviteur, dans les styles que Lola a partagé tout à l'heure. Donc Sophia, elle avait un objectif qui était d'aller chercher des clients, donc prospecter. Voilà. Le truc qui est assez rigolo, c'est que j'ai remarqué que quand même pour beaucoup d'entrepreneurs, prospection et procrastination, du coup j'ai du mal à dire les deux. Dur à dire. C'est deux trucs qui se mélangent. Les deux mots se mélangent et les deux concepts se mélangent, souvent. Voilà, mais donc elle est arrivée avec cet objectif-là, avec un enjeu fort de réduire son stress. Et puis en parlant, Sophia, elle a pris conscience d'un truc, c'est qu'en fait, elle ne se sent pas légitime. Voilà, elle se disait, mais si ça marche et que je décroche un client, une cliente et que ça se passe mal et qu'il n'est pas satisfait, donc elle repoussait. Et puis finalement, les solutions qu'elle a pu mettre en place, c'est que déjà on a travaillé sur sa peur et elle a constaté que sa peur n'était pas du tout une peur réelle, mais totalement fantasmée, puisque le nombre d'avis positifs et de clients satisfaits qu'elle avait par rapport à ses prestations, c'était 100%. Voilà, donc 0 plainte. Et puis donc, ce qui est émergé, c'est qu'elle avait besoin de mettre en place une organisation régulière qu'elle a pu décliner en plan d'action, inscrire des séances de prospection dans son agenda, découper en tâches plus petites. Ça, c'est un truc que les neurosciences nous apportent. Hein. C'est notre cerveau reptilien, si c'est une trop grosse tâche, ça prend trop d'énergie. Donc, c'est autant d'énergie qu'il ne peut pas dédier à notre survie, donc il bloque. Voilà. Donc, découper en petites tâches, se fixer des objectifs précis, se mettre dans de bonnes conditions. Et puis, elle est repartie avec de l'énergie, avec l'envie de s'y mettre. Voilà, donc c'est un cas encore un peu différent, avec des solutions qui lui sont propres et qui fonctionnent. Oui, mais c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur ou voilà, qu'on a son compte, la prospection, comme tu l'as dit, ça va souvent avec procrastination parce que, en effet, il y a souvent des problèmes de légitimité ou des sujets comme je ne sais pas me vendre ou je ne peux pas me vendre. Ou, voilà, les gens ne voudront pas forcément me faire confiance. Voilà, il y a plein de sujets comme ça. Et en effet, c'est un bon exemple que tu as donné là et qui peut peut-être parler à d'autres personnes qui sont à leur compte et qui sont touchées par ce sujet. Ok, du coup, ce que je peux proposer, c'est de partager moi aussi un cas client. Je vais vous parler de Mario. Donc, pareil, hein, pour une question de confidentialité, il ne s'appelle pas Mario, mais j'avais envie de mettre un peu de consonance italienne de par mes origines. Mario, c'est quelqu'un que j'ai accompagné par la demande d'une entreprise. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est sur un poste de manager depuis 6 mois. Donc, c'est un jeune manager, il n'avait jamais managé avant. Et l'entreprise m'a demandé de l'accompagner parce que il y avait des soucis de cohésion d'équipe et Mario avait beaucoup de mal à intervenir lorsqu'il y avait des conflits au sein de l'équipe.
Au final, la procrastination, c'est pas quelque chose qui a été mis en évidence directement quand l'entreprise m'a contactée, mais ça s'est voilà, ça s'est vu au fur et à mesure des séances quand on en a parlé avec lui. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il était très mal à l'aise lors de situations de conflit et il rentrait un peu dans un piège de repousser au maximum, voire d'éviter totalement la communication et la résolution d'un conflit. Donc concrètement, l'enjeu du coaching, c'était que Mario se positionne en tant que manager et en effet, parce qu'il y a des personnes de son équipe qui remettaient en question son rôle de manager, son leadership, le fait qu'il ne réagisse pas, qu'il n'aille pas dans l'action et qui doutaient de lui. Donc il y a vraiment un réel enjeu sur son positionnement à lui et sur la cohésion de l'équipe et les résultats de l'équipe. Donc au fur et à mesure des séances, je l'ai accompagné à prendre conscience de ses modes de fonctionnement, ses blocages, etc. Et là, on avait un procrastinateur de type décisionnel et éviteur, c'est-à-dire qu'il manquait vraiment de confiance en lui pour prendre des décisions et du coup intervenir. Il avait peur d'être jugé, il avait tendance du coup à repousser les choses, etc. Il avait aussi un syndrome de l'imposteur dû à son évolution en tant que manager. Et donc, pour ceux que ça intéresse, si vous regardez le cercle vicieux du manager, vous pouvez trouver ça le cercle vicieux du syndrome de l'imposteur, vous pouvez trouver ça sur Google, vous verrez qu'il y a une possibilité qui est la procrastination. Donc, il a pris conscience de ça, il s'est rendu compte qu'en n'intervenant pas, c'est justement comme ça qu'il était jugé. C'est justement aussi comme ça que il manquait de positionnement, etc. Et Mario, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le challenge, qui, une fois qu'il met des mots sur quelque chose, qu'il prend conscience de quelque chose, il passe à l'action. Donc là, il sort de la procrastination. Donc quand il s'est rendu compte de tout ça, il s'est auto-challengé et petit à petit, il a commencé à s'impliquer, on va dire, dans les conflits et à réagir de plus en plus tôt dès qu'un conflit arrivait. Et en fait, ce qu'il s'est vraiment rendu compte, pour lui, ce qui était important et ce qui l'a aidé à passer à l'action, c'est de se préparer. C'est-à-dire que quand il y avait un conflit, il prenait un tout petit peu de temps en se disant, OK, voilà la situation, voilà comment je vais intervenir, voilà comment je vais me positionner et pour quelles raisons je vais me positionner là ou là. Et en fait, ça l'a vraiment aidé à passer à l'action et à sortir aussi de son syndrome de l'imposteur. Mais c'était hyper intéressant de voir le changement de posture, de positionnement de Mario entre le avant et le après à la fin du coaching. Donc, je ne dis pas qu'il a totalement vaincu sa procrastination parce que c'est toujours un peu là, mais maintenant il a des outils, il sait d'où ça vient et il avance pour battre justement cette procrastination. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt du coaching, de le permettre de rentrer dans cette phase d'action. Ouais. C'est souvent ce qui manque. Quand on procrastine, c'est qu'on trouve toutes les excuses qu'on veut, toutes les explications qu'on veut pour juste ne pas faire. Ouais. Et là, le coaching, tu lui permets exactement de se lancer et d'avancer et de enfin se mettre en mouvement et bouger, quoi. Oui, c'est ça. Il s'est rendu compte aussi qu'il avait tendance à vouloir faire plaisir tout le temps aux autres. Et c'est pour ça aussi qu'il restait dans l'inaction, parce qu'il se disait, ben, si je vais, entre guillemets, dans le conflit, des fois, on peut prendre position aussi. Hein. Donc, il se disait, si je prends position, eh ben, les autres, les personnes de mon équipe ne vont plus m'apprécier. Donc, il y avait aussi cette peur-là. Donc, et petit à petit, il en a pris conscience et ça lui a permis de se mettre en mouvement, comme tu disais. Est-ce que tu avais un autre cas que tu voulais nous présenter? Ouais, je peux parler. C'est marrant parce que c'est aussi un cas d'un manager. Ouais. On va l'appeler Arthur. Okay. C'est un manager qui a une responsabilité d'équipe en cabinet de conseil. Lui, il avait vraiment un objectif de mieux synchroniser son travail avec ses équipes et sa hiérarchie. C'est quelqu'un qui rend toujours les travaux qu'il fait pour sa hiérarchie ou les relectures ou corrections qu'il fait pour ses équipes à la dernière minute. Et vraiment, lui, c'est oui, mais moi, je travaille mieux sous pression. Quand je fais à l'arrache, je fais bien. Si je fais avant, je le fais moins bien. Ça me prend trop de temps, etc. Mais donc là, il y avait un enjeu hyper important pour lui de réconcilier, en fait, de gagner en crédibilité et de réconcilier sa posture
du manager qui est pénible parce qu'il fait toujours tout à la dernière minute, et puis son niveau de performance parce que c'est quelqu'un qui fournit du travail de qualité. Voilà. Et il était un peu freiné dans son évolution, donc c'était important pour lui de pouvoir dépasser ce truc-là pour continuer à performer et à évoluer. Donc on a pas mal avancé, travaillé sur pas mal de sujets et qu'est-ce qui bloquait et qu'est-ce qui l'empêchait d'eux, jusqu'au moment où il y a une sorte de lumière qui s'est allumée et où Arthur a dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'arrêter de travailler à l'arrache. Donc, en gros, j'ai pas besoin de lâcher ma croyance que si je suis pas à l'arrache, alors je prends moins de plaisir et je suis moins efficace. J'ai juste besoin de regarder différemment la deadline. Voilà. Et donc, à partir de là, il a trouvé ses solutions. Il s'est dit, mais je vais me caler sur des deadlines intermédiaires. Donc, je vais demander à mes interlocuteurs, interlocutrices de combien de temps ils ont besoin. Donc, mon boss, de combien de temps il a besoin pour relire mon doc. Un tel dans mon équipe, combien de temps il lui faut pour prendre en compte les remarques que je vais lui faire. Et puis, ça va être ça ma nouvelle deadline. Et donc, je serai à l'arrache, ce qui me convient, mais sur cette deadline-là. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à dépasser sa procrastination, qui n'avait pas envie de s'en affranchir. En tout cas, pas aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être évoluer dans le temps. Mais malgré tout, qui a trouvé des solutions pour réduire l'impact de cette procrastination pour son entourage et donc les conséquences pour lui. Là, tu parlais tout à l'heure, Marion, au début, quand tu expliquais la procrastination, ça a des conséquences sur nous, parfois qui peuvent être importantes. Et là, ça avait des conséquences sur lui indirectes. Et donc, c'est en jouant sur ce qui se passe autour de lui qu'il a pu résoudre sa difficulté. Et il a considéré les besoins des autres aussi, et pas que les siens, quoi. Ouais. Voilà. Il s'est dit, mais en fait, c'est pas moi, c'est moi en tant que manager et c'est moi dans ma relation à l'entreprise. Donc, est-ce que c'est pas par là qu'il y a un truc qui peut bouger? Oui. Oui, puis ce qui est aussi, comme tu l'as dit en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, il n'a pas arrêté de se dire je travaille mieux sous pression. Il a, comme tu l'as dit, avancé les délais pour répondre aux besoins des autres. Et c'est la technique qui lui convient à lui. Parce que quelqu'un d'autre aurait pu se dire je vais m'organiser autrement voilà, pour arrêter de travailler sous pression. Là, lui, il a vraiment trouvé quelque chose qui lui convenait et qui permettait aussi aux autres de prendre en considération les besoins des autres et pas juste les siens. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le coaching, c'est que les personnes qui se font coacher, en tout cas, trouvent des solutions qui leur sont propres et pas forcément, nous, on se serait peut-être dit, organise-toi autrement, fais comme ci, etc. Et en fait, non, il a trouvé une solution qui lui convient à lui et qui lui permet, en l'occurrence, d'avancer ses deadlines. Ouais. Un petit cas supplémentaire, si tu veux nous en partager un. Ok, donc je vais vous parler de Nina, encore une fois, prénom confidentiel. Nina, elle a un poste de fonctionnaire, donc stabilité, sécurité. Par contre, elle ne se sent pas du tout bien dans son travail. Et là, on touche vraiment au bien-être mental parce qu'elle s'y épanouit pas, elle a la boule au ventre quand elle va au travail, etc. Et en fait, elle veut se reconvertir. Ça fait 2 ans qu'elle a passé un CAP pour faire un métier dans l'artisanat. Mais depuis 2 ans, en fait, il ne se passe rien. Elle n'a entamé aucune démarche, ou elle n'a pris aucun renseignement, elle stagne. Donc là, son enjeu, c'est vraiment son bien-être mental parce qu'elle n'en peut plus de son travail et elle veut avancer dans son projet qui lui tient à cœur. Et donc, elle a défini un objectif de coaching qui était de créer un plan d'action, de se laisser 6 mois pour créer le plan d'action pour lancer sa société. Donc, en fait, même dans son objectif de coaching, en fait, on a de la procrastination parce qu'elle recense des actions à faire. Donc, en fait, elle n'est toujours pas en mouvement. Mais c'est pas grave, on a avancé quand même sur ce sujet-là. Et donc, en fait, au fur et à mesure des séances, elle a identifié que, elle avait la peur d'échouer, la peur du regard des autres. On avait vraiment un type procrastinateur, de type angoissé, parce qu'elle avait tout le temps des doutes, des incertitudes, à tel point qu'elle n'en parlait pas de son projet à sa famille, elle n'en parlait pas à son compagnon, à ses amis, etc.
elle gardait tout en elle parce qu'elle se disait j'ai pas les capacités je peux pas me lancer parce que j'ai mon enfant qui va faire des études, donc c'est pas possible. Je peux pas me lancer sans l'approbation de ma famille, etc. Donc elle avait ce qu'on appelle des croyances limitantes qui la bloquaient. Et au final, plus on a avancé dans les séances, plus ces croyances-là, soit elle les a cassées, soit elle les a vues en tout cas différemment, pour lui permettre justement une mise en action. Et d'ailleurs, son objectif a même évolué, hein, son objectif initial, parce qu'au lieu de lister les actions, en fait, elle les a faites directement. Et donc, au fur et à mesure du coaching, elle en a parlé à son fils, elle en a parlé à sa famille, à certaines personnes pour qui c'était important pour elle. Elle a défini une date de lancement de sa société. Elle a pris rendez-vous avec la chambre du commerce. Enfin, tout, en fait, tout a avancé, alors que de base, elle ne devait, entre guillemets, que lister les actions. Et donc, c'était hyper chouette de la voir se mettre en mouvement, de voir son sourire à chaque fois, me dire non, mais j'ai fait ça, etc. Et sortir de la procrastination en justement cassant certaines peurs qu'elle avait et certains doutes qu'elle avait de ses compétences. C'est top parce que j'adore le fait que l'objectif ait évolué déjà. Donc ça montre bien que c'est pas figé en coaching. C'est pas parce qu'on vient avec un objectif au départ que on lâchera pas jusqu'au bout si c'est pas le bon. Et ce que je trouve super, c'est que tu aurais pu, parce que toi, tu as vu dès le début que son objectif, c'était pas vraiment un bon objectif, tu aurais pu lui dire, bah non, en fait, ton objectif, c'est les actions, c'est pas de faire la liste. Et tu n'as pas eu besoin de lui dire. Et toute seule, elle l'a trouvé. Et donc, c'est vraiment l'accompagnement qui l'aide à sortir de ce truc-là. Ouais. Moi, je trouve ça hyper puissant, justement, le rôle du coaching là-dedans. Ce que tu dis, là, elle était hyper contente. Il y a la lumière qui s'allume. Ça fait vachement plaisir de voir ça. C'est super bien. Et après, en fait, si je lui avais dit, comme tu le dis bien là, si je lui avais dit au début, écoute, là, tu procrastines en gros en listant tes actions et en fait, ce serait mieux que tu passes à l'action, quoi. Déjà, je serais sortie de mon rôle de coach, hein, parce que là-dedans, là, on est dans le jugement et ça répond pas du tout à notre éthique de coach. Et en plus de ça, je serais prête à mettre ma main à couper, que ça l'aurait bloquée et qu'au final, elle ne se serait pas engagée dans le coaching parce qu'elle se serait dit non, mais déjà, c'est qui celle-là, quoi. Et voilà, et je pense qu'elle se serait dit non, mais elle me brusque, moi j'ai besoin d'aller à mon rythme, etc. Et au final, ça n'aurait rien donné, quoi. Alors que là, c'est elle qui en a pris conscience petit à petit, c'est elle qui a choisi d'avancer, c'est elle qui a choisi en l'occurrence de modifier son objectif de coaching. Et donc voilà, c'est ses choix à elle, c'est ses solutions à elle et c'est sa mise en mouvement à elle. C'est pas la mienne en fait, c'est pas ma responsabilité de la faire avancer. Donc ça, ouais, en effet, c'était top. Et là je me permets de dire ça, mais je suis restée dans mon rôle de coach et dans mon positionnement de coach. Ouais. Et elle a été dans sa position de cliente qui avance, qui fait son chemin, qui fait son travail et qui trouve ses solutions. Oui, exactement. Ouais. Comme toi tout à l'heure avec l'entrepreneuse qui procrastinait dans la prospection. Ça. Et justement, alors, pour refaire un peu, pas revenir sur de la théorie, mais sur notre rôle de coach dans ces sujets-là, donc c'est ce qu'on a bien expliqué, le coaching, c'est vraiment de favoriser la mise en mouvement, d'avoir un questionnement qui va permettre le passage à l'action. Et donc nos clients arrivent en général avec une demande plus ou moins claire, plus ou moins précise, et on va lui permettre de la formuler ou de l'exprimer en un objectif qui lui sera spécifique et qui pourra évoluer, comme on vient de le voir, et qui permettra, avec notre questionnement et puis un certain nombre d'outils, mais peut-être Lola, tu présenteras des outils, je crois, tout à l'heure, oui. D'avoir des déclics, en fait. Sinon, on parle de prise de conscience, mais c'est vraiment des déclics. C'est de se dire, ah, mais ok, ça y est, j'ai compris. Pourquoi je n'arrivais pas à atteindre cet objectif tout seul ou toute seule. J'ai compris le truc qui bloquait. Et puis, du coup, derrière, de se dire, ok, maintenant que j'ai vu ça, qu'est-ce que je fais ?
Et là, on va être là pour creuser, pour pousser sur qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais faire, et pas s'arrêter à la première solution pour aller en chercher d'autres. Et puis vraiment poser un vrai plan d'action avec un délai, etc. Et là, c'est hyper bien illustré par le cas que tu viens de présenter. C'est vraiment dire qu'est-ce que tu peux faire et pas dire tu pourrais faire ça ou encore pire, tu devrais faire ça. Ouais. Voilà, qui correspond probablement à nous, mais pas à la personne qui est en face. Par rapport à ce sujet de la procrastination, donc là, on voit bien la pertinence du coaching, puisque procrastiner égale ne pas se mettre en action et le coaching égale permettre la mise en action. Et en fait, je trouve, il y a deux types de situations, enfin deux types de cas qu'on peut trouver. Parfois, on a quelqu'un qui vient nous voir avec un objectif qui est directement lié à de la procrastination. Là, je procrastine, j'arrive pas à avancer. Là, moi, j'ai eu des cas aussi de gens qui arrivaient en disant pour moi, c'est presque à un niveau pathologique, ça me bloque complètement et je peux plus avancer. Voilà, donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Et même si parfois on peut trouver des solutions, se dire bah, je peux toujours faire ça, il n'empêche qu'il y a quand même toujours un truc qui bloque. Donc peut-être qu'il y a besoin de creuser encore un peu plus. Donc ça, c'est un cas, donc des gens qui viennent en disant voilà, j'ai un problème de procrastination. Et puis, parfois, l'objectif n'a rien à voir, mais c'est justement la prise de conscience ou le déclic qui va arriver et dire ah, mais en fait, je procrastine. Bah ouais. Oui. Voilà. Et donc là, on peut travailler à partir de là. Ça peut être le truc qui arrive voilà, pendant la session, alors que ce n'était pas du tout le sujet de départ et que ce n'était pas prévu. Donc, c'est vraiment des choses qu'on rencontre finalement assez souvent. Ces histoires de procrastination et avec tous les différents types dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, c'est clair. Et, bah, comme dans l'exemple de Mario avec la gestion de conflit, au final. On ne se dit pas que c'est de la procrastination. Et, c'est une fois qu'on analyse un peu, qu'on creuse. Et c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment essentiel que ce soit la personne qui ait le déclic, qui prenne conscience, plutôt que ce soit nous qui lui disions les choses, parce que bah, ça va, en général, ça parle moins au final. Enfin, je sais que moi, je préfère me rendre compte de certaines choses plutôt qu'on me dise bah, fais comme ci, comme ça, ce sera mieux si tu fais ça. Et bah, non, je préfère que ça vienne de moi et que ce soit quelque chose qui me convienne. Ouais. Du coup, je peux peut-être enchaîner avec les outils. Ouais, carrément. Ok. Donc nous, en tant que coach, on utilise des outils pendant les séances de coaching qui vont nous permettre déjà d'identifier comment fonctionnent nos clients, donc identifier notamment la procrastination, et qui vont nous permettre aussi de les accompagner justement à atteindre ces prises de conscience et déclics, comme Karine disait tout à l'heure. Donc je vais vous en parler de quelques-uns, sachant que c'est absolument pas exhaustif, il y en a des dizaines et des dizaines. Et donc là, je vais vous en parler que de quelques-uns que bah, moi déjà j'aime bien utiliser et je sais que Karine aussi, elle les aime bien. Donc ce sont quelques exemples, pas du tout exhaustifs. Donc déjà, la base de ce qu'utilise le coach, c'est le questionnement. Questionnement, c'est bah voilà, quand il y a une situation, quand il se passe quelque chose, ben, c'est déjà poser des questions, creuser pour mieux comprendre, rebondir sur certains mots que la personne elle utilise, essayer vraiment de bien comprendre toute la situation, de l'analyser un peu sous tous ses angles, etc., via des questions, et toujours des questions bah, ouvertes et des questions qui ne sont pas dans le jugement. Ça, c'est très important. Ensuite, on va utiliser un outil donc, qu'on aime bien. Et donc, je l'adore celui-là. Ouais. Je sais que tu l'aimes bien, Karine. Donc cet outil, ça s'appelle l'index de conscience. L'index de conscience, c'est une grille de lecture qu'on utilise pour comprendre comment fonctionnent nos clients. Et en l'occurrence, ça permet de diviser, on va dire, le client en 3 parties. Donc il y a la tête avec les pensées, il y a notre cœur avec nos émotions et de manière générale, notre corps avec le passage à l'action. Et donc, nous, quand on questionne un client, ça c'est dans toutes les séances de coaching, mais notamment la première pour bien situer où se positionne actuellement notre client, on va lui poser des questions. Ok, à quoi tu penses
qu'est-ce qui se passe dans ta tête, voilà, ce genre de questions vraiment orientées pensée. Ensuite, on va poser des questions orientées émotion, donc cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion tu as ressentie à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et après, on va poser enfin des questions orientées action. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, vraiment orienté dans l'action. Et donc ça va nous permettre, hop, de voir le client. Ah, j'ai oublié un rond. De voir le client où est-ce qu'il se positionne par rapport à ces trois catégories-là. Et donc, un client, je ne sais pas si vous voyez je pense pas que vous voyez ma souris, mais un client qui est aligné, il se trouve au milieu du cercle. Non, bah, c'est pas grave, mais donc au milieu du cercle, hein, à la jonction des trois parties, ici, on a un client qui est aligné, c'est-à-dire qu'il va à la fois penser, il va à la fois ressentir et il va à la fois être dans l'action. Et donc, en général, quand quand on coach quelqu'un, il y a souvent un désalignement. Et donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce type de personne, et moi, j'en fais partie, peut-être encore une fois mon sang italien, les personnes qui vont avoir tendance à réagir en fonction de leurs émotions. Il se passe quelque chose et bim, on réagit. Ou bim, on dit quelque chose et pas forcément de la bonne façon qui soit. Et ben ça, ce sont les personnes, c'est le rond jaune, qui sont instinctifs, un peu impulsifs. Et donc ces personnes-là, en général, on leur dit pense avant de parler ou pense avant d'agir. Et ben voilà, c'est des personnes qui ont besoin d'être recentrées vers le côté pensée. Ensuite, on a les personnes qui vont être plutôt je pense, donc j'agis, je pense, j'agis, je pense, j'agis. J'ai ça à faire, je le fais, j'ai ça à faire, etc. Je fais ma liste d'actions, je fais ça, etc. Et qui se coupent de leurs émotions, qui se rendent des fois pas compte qu'elles sont frustrées, qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont en colère, etc. Donc c'est vraiment, on est désaligné par rapport aux émotions. Et donc là, il y a un risque de burn-out. Encore une fois, sans vouloir rentrer dans un côté psychologique, médical, etc. Hein, ce type de personnes-là, on va souvent les réorienter aussi pour aller voir leur médecin. Mais on sait qu'il y a un risque de burn-out. Et enfin, et c'est là où il y a tout le lien avec notre live, les personnes qui sont dans leurs pensées et dans leurs ressentis. Tiens, j'ai peur de ça. Il faudrait que je fasse ça, mais j'ai peur de ça. Il faudrait que je fasse ça, mais bon, il y a le regard des autres. Et au final, il n'y a jamais d'action. Donc là, on voit clairement qu'elles doivent être réalignées vers le corps, vers l'action. Et bien, ces personnes-là, donc, on va leur demander, OK, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Ou qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que, hop, ils retournent dans les pensées. OK, mais du coup, qu'est-ce que tu mets en place là? Je ne sais pas trop parce qu'en fait, j'ai peur de... Ils retournent dans l'émotion. Donc en fait, c'est des personnes qui, dès qu'elles doivent aller dans l'action, hop, elles vont soit dans la pensée, soit dans l'émotion, ou dans les deux, mais elles vont jamais dans l'action. Et donc nous, on le voit grâce aux questions qu'on va poser, pardon, et donc on utilise beaucoup cet outil-là. Je parle beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter... Très clair en tout cas. Ah, merci Marie. Ouais. D'accord, j'ai tout compris. Heureusement. Ensuite, on va, enfin en tout cas, moi j'aime bien utiliser, et Camille aussi, les drivers de motivation. Donc les drivers de motivation, ce sont comme des petits guides que vous avez en vous qui vont impacter vos décisions, vos réactions, justement votre passage à l'action. Et donc ces drivers de motivation, ils viennent souvent de l'enfance, de l'éducation, etc. Et donc il y en a 5 qui sont recensés, qui sont donc soit fort, soit parfait, fais vite, fais des efforts et fais plaisir. Et donc typiquement, moi je suis, en général on en a un ou deux prédominants. Et moi, j'en ai un prédominant qui est soit parfait. Voilà, je vous ai parlé de mon côté perfectionniste tout à l'heure. Et ben, je le retrouve là. Et donc, chaque driver de motivation, ce qui est intéressant en séance de coaching, c'est que déjà, on a un test qui permet à la personne donc un questionnaire à remplir, et on identifie le ou les drivers prédominants. Et ensuite de ça, pendant la séance, en tout cas de mon côté, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est analyser ce driver en permettant à la personne de prendre conscience de tous les points forts de ce driver, toutes les qualités, tout ce que ça va lui permettre de faire vraiment positivement, parce que c'est important, hein, c'est positif déjà d'avoir ce driver-là, et ensuite, à l'inverse, de se rendre compte dans quel piège la personne, elle peut tomber. Par exemple,
moi, je sais que j'ai aussi un soi fort assez présent. Donc, à la fois, ça m'aide parce que je sais que bah, je me dis, allez, t'es fort, tu peux y arriver, vas-y, fais ça, etc. Et à l'inverse, j'ai tendance aussi à des fois me couper de mes émotions. Euh, je sais que du coup, c'est un piège dans lequel je peux tomber ou me dire, j'ai pas le droit d'être faible. Alors qu'il n'y a rien qui dit que, enfin, encore une fois, je suis pas parfaite, je suis pas obligée d'être au top tout le temps. Et donc, bah, l'analyse du driver, ça va permettre ça, vous dire qu'est-ce que ça m'apporte de positif, dans quel piège je peux tomber et comment est-ce que je peux contrer ça. Et donc, la procrastination, elle rentre dans chacun, hein. Ça peut toucher chacun des drivers. Et en l'analysant, eh ben, ça peut nous permettre déjà d'en prendre conscience et d'utiliser nos forces pour contrer certains de nos pièges, se donner aussi certaines autorisations. Par exemple, un soi parfait peut se donner l'autorisation de faire des erreurs. C'est très important même qu'il se donne cette autorisation-là. Et ça va lui permettre de sortir de la procrastination. Voilà, je sais pas toi, Karine, ce que tu penses des drivers de motivation? Ouais, moi je les utilise beaucoup aussi parce que je trouve que ça permet de comprendre beaucoup de Mm. choses pour chacun et puis du coup bah, à partir de là de travailler et ça permet de se rassurer parfois grâce à justement tous les bénéfices des drivers qui sont dominants chez nous. Et puis ça permet de voir nos limites. Euh, Souvent, j'ai remarqué, les gens les connaissent en fait, leurs limites, ils les sentent un peu. Mais là, ils peuvent plus mettre ça sous le tapis. Oui. Voilà, c'est un truc, c'est là. Voilà. Et moi, j'en ai deux qui sont très dominants. J'ai le soi parfait et le fait plaisir. Euh, et bah, une fois que je l'ai posé vraiment, je l'ai accepté. Et puis, bah, à partir de là, on peut Mm. travailler. Et voilà. Et sur le sujet de la procrastination en particulier, je pense que chaque driver fait que chacun trouve ses raisons, peut-être ses excuses, je ne sais pas, mais en tout cas ses raisons de procrastiner. Et à partir de là, peut choisir Oui, voilà, est-ce que je veux m'en affranchir ou pas et comment je peux oui, faire. oui, oui. Et des fois aussi, moi je me rends compte, c'est que il y a des gens, là en lisant les 5 drivers, il y a peut-être dans les personnes qui sont présentes, il y en a qui vont se dire, ah moi je suis un comme ça, un comme ça. Mais en fait, en séance de coaching, quand la personne le dit oralement et quand elle l'analyse, etc., là, il y a vraiment la prise de conscience qui se fait, hein. C'est Ouais. le fait de dire les choses oralement, de poser les mots, comme tu l'as dit, hein. Là, c'est là que le déclic qui se fait et c'est là que la personne, elle a vraiment la prise de conscience et qu'elle se dit, OK, maintenant, j'en ai conscience, donc je vais mettre ça en place. Ouais. C'est Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, exactement. Et Mm. donc, en dernier sujet que je voulais aborder avec vous en termes d'outils, c'est les indicateurs de croyance. Donc, les croyances sont quoi? Ce sont des petites phrases qu'on va se dire qui peuvent être aidantes, limitantes ou certaines neutres. Donc, les aidantes, ça va être je sais que je peux y arriver, quand je me donne les moyens, je sais que je peux faire ça, j'ai confiance en moi. Enfin, voilà, ce sont des phrases assez positives qu'on a en nous et qui vont nous aider à avancer. Donc, ça, on les garde parce que ça nous motive. Et après, on a les croyances limitantes. Et souvent, il y a des petits mots comme ça là, que je vous ai mis à l'écran qui permettent de les repérer. Par exemple, personne ne respecte les délais. À chaque fois que je fais quelque chose, j'y arrive pas. Je travaille mieux sous pression. On aura toujours des choses à redire sur mon travail. Et au final, nous, en coaching, ces croyances-là, on les entend, on les identifie, et avec encore une fois du questionnement, on va permettre déjà à la personne de s'en rendre compte qu'elle a cette croyance-là, et on va creuser un peu. On va lui dire, mais c'est qui on? Quand tu dis, on aura toujours quelque chose à redire de mon travail, ou personne ne respecte les délais, mais c'est qui personne en fait? Il y a vraiment personne qui respecte les délais? Et en fait, en posant des questions sur ce type de croyance, eh ben, on va permettre que la personne, elle casse la croyance et qu'elle voit les choses différemment. Et après, ça va lui permettre aussi de passer à l'action, etc. Mais donc, ces croyances-là, on s'en rend pas forcément compte, mais on en a beaucoup dans notre tête. Et oui, j'utilise plein de mots hein, que j'ai notés au tableau. Mais en tout cas, je sais que moi, j'en ai certaines. Et petit à petit aussi, j'en ai cassé beaucoup, hein. Et donc, c'est ça qui est hyper chouette en coaching, c'est de permettre à la personne de se rendre compte qu'elle a des croyances
limitantes en tout cas, de les casser et d'utiliser ces croyances aidantes pour justement passer à l'action et sortir de la procrastination. Donc, voilà pour les outils, il y en a plein d'autres, mais j'ai sélectionné ceux qui me parlaient le plus. Ouais, on aurait pu parler, je sais pas, cadran d'Hoffmann, niveau logique, triangle de Karpman, recadrage spatial, temporel, plein de choses. Plein, ouais. Mais oui, et qu'on utilise en fonction de ce qu'on a en face de nous aussi. Oui. Qui arrive. Mais le sujet des croyances, c'est marrant parce que je trouve qu'une fois qu'on a commencé à travailler dessus en coaching, on les repère à 10 km. Oui. Et c'est vrai que moi, je me fais souvent dans les séances, dans ma tête, je dis, croyance. Et c'est hyper puissant de réussir à les verbaliser et à se rendre compte que c'est une croyance et puis identifier, est-ce que celle-là, elle me limite ou est-ce qu'elle me porte. Si elle me porte, je la cultive, et si elle me limite, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça, exactement. Ouais. Bon, je crois qu'on arrive un peu au bout de ce qu'on voulait dire. Peut-être juste pour synthétiser les 2 points importants, c'est que vraiment, alors je sais, parce que c'était dans les questions qu'on avait reçues avant, que beaucoup étaient venus en disant on voudrait des trucs pour dépasser notre procrastination. Mais en fait, on ne peut pas donner des tips. Vous allez sur Google et vous tapez tips pour lutter contre la procrastination et vous aurez plein de listes. Mais là, on comprend bien que ce qui est important, c'est de trouver ses propres solutions. Et donc, c'est vraiment travailler sur soi pour creuser ce que c'est que cette procrastination et après voir comment on peut la mettre en œuvre. Et ça, on travaille bien. Enfin, c'est vraiment puissant le coaching pour ça. Et peut-être juste un point pour remettre le cadre quand même du coaching qui est hyper important pour nous. On l'a pas beaucoup dit, on l'a un peu mentionné quand on a parlé prénom. C'est la notion de confidentialité. C'est pour ça qu'on a modifié aussi, puisque tous nos échanges restent entre la personne qui est avec nous et nous. Donc, le coaching, c'est pas public. Oui. Ce cadre de confidentialité est quelque chose qui est hyper important pour nous dans notre pratique de coach. Oui, et comme tu l'as dit, hein, les solutions, par exemple, moi tout à l'heure, je disais que une technique qui est visible sur Internet, par exemple, c'est la technique Pomodoro, qui au final, moi, me convient assez bien. Mais ça ne veut pas dire que si toi, Karine, tu l'as fait, elle va te convenir. Et donc, c'est ça qui est hyper important, c'est que, comme elle disait Karine, c'est qu'au final, le coaching, ça va vous permettre de prendre conscience de vos besoins à vous et donc de vos solutions à vous. Et donc, ce n'est pas à nous de vous dire, faites ça, etc. Parce qu'en fait, c'est déjà à vous de prendre conscience de ce qui vous fait procrastiner et après de trouver vos solutions qui vous sont propres. Et puis bien sûr, s'il y a des personnes qui ont des questions en aparté ou qui regardent en replay ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter soit Marion, soit Karine, soit moi pour vos questions. On est disponible.